je vais vous présenter une étude qui parle de coping et d'adaptation, donc de stratégies d'adaptation que les professionnels de santé et les étudiants en santé ont exploité durant la période du confinement généralisé, donc ce fameux pic épidémique où on a enregistré leurs réponses sur plusieurs semaines pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressortait de cette période-là. Le coping, pour faire très simple, c'est un anglicisme qui vient de l'anglais to cope, qui signifie faire face. Donc c'est quel type de stratégie on développe lors d'une situation stressante. Merci à la personne qui défile le diapo de s'arrêter, s'il vous plaît. Pour faire face donc à une situation stressante. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le coping, il n'y a pas que la personne toute seule et comment elle fonctionne intérieurement. C'est-à-dire qu'elle évolue au sein d'un contexte, elle évolue dans un contexte que je ne rappellerai pas, avec une incertitude, des controverses même dans le milieu médical, des oubliés aussi dans une situation sociale très particulière, avec les patients chroniques qui ont complètement été rayés de la carte, avec les étudiants qui tantôt étaient très bienvenus en renfort et tantôt étaient confinés chez eux sans possibilité d'aller soit aider, ou soit quand ils étaient sur place, on leur demandait de remplir des rôles dont ils n'étaient pas forcément formés. C'est le cas par exemple des étudiants en médecine qui ont eu une espèce de formation éclair en quelques jours pour servir d'infirmiers dans des services parfois où il y avait des actes de réanimation extrêmement techniques. C'est par exemple aussi des services entiers et des pôles de médecine complètement oubliés, comme le champ de la psychiatrie, comme certains champs médicaux qui du coup devaient fonctionner avec encore moins d'effectifs que d'habitude, puisque ces personnels étaient sollicités dans d'autres services sous tension, ou qui ont dû sacrifier complètement leur activité, et donc les patients qui en nécessitaient pour accueillir des réanimations de fortune ou des services dits unité Covid de fortune. Mais il y a aussi toute la médecine ambulatoire, par exemple, parce que tout était concentré sur l'hôpital et la réanimation, et ça a été très marqué sur la médecine générale, par exemple, où pendant une longue période, les cabinets de médecine générale étaient désertés pour différentes raisons, et aussi parce que les gens avaient également peur de venir se soigner. Enfin bref, tout un tas d'oubliés, et dans ce contexte-là, finalement, dans cette grande incertitude, bien évidemment, il ne s'agit pas, au travers de cette étude qui porte sur le coping, de dire c'est que de la faute des soignants s'ils ont souffert pendant cette période-là, mais c'est bien l'interaction entre le contexte et les soignants qui crée des stratégies de coping adaptées. Voilà, donc c'est un peu ce que ce modèle dit intégratif et multifactoriel qui est mis sur le côté, qui vise juste à donner un peu les fondements de tout ça, et essaie d'expliciter. Et dans le coping, on distingue trois grandes familles, on va dire, de stratégies de coping. Les stratégies de coping qui sont centrées sur les émotions, d'autres sur le problème et d'autres sur la recherche de soutien social. Et par exemple, une stratégie de coping centrée sur l'émotion dans le cadre du Covid, ça serait par exemple celle qu'on a observée au tout début de l'épidémie, quand certains disaient « Oh, ce n'est qu'un virus d'origine asiatique, ça n'arrivera jamais en France ». Il s'agit de minimiser le problème. Une autre stratégie de coping sur l'émotion, c'est d'accepter le fait que ça y est, le virus, ça y est, il est en France, les réas sont saturés. Effectivement, on a le droit de se sentir en détresse, mais il faut quand même avancer. Les stratégies de coping sur le problème, dans le même genre, ça va être les gens qui vont éviter les situations à risque, et donc qui vont éviter d'aller travailler, qui vont préférer travailler dans certaines unités où on n'entend pas trop parler de Covid, etc., pour éviter d'avoir à se confronter à la situation. C'est une stratégie de coping qui peut fonctionner ou qui peut être délétère. Et c'est ça qui est intéressant avec le coping, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais coping, il n'y a qu'un coping tel qu'il est, et ça nous rappelle un petit peu la question éthique, d'essayer de distinguer qu'est-ce qui est le mieux à faire à un moment donné. Voilà. Donc, pour avancer, donc cette enquête, voilà, auprès de la population de France entière, avec un volet sur ces fameuses échelles de coping d'une part, et un volet qui va être plus intéressant pour nous sur des questions assez libres sur comment est-ce que les soignants se représentaient ce stress du Covid, comment ils pensaient que la crise était gérée, etc. Je vais essayer de vous en présenter quelques éléments. Voilà. Donc cette enquête a été validée par le comité d'éthique et de la recherche de Paris-Saclay. Alors les premières données, les voici.
Donc vous voyez qu'il y a un tout petit peu plus de questions qualitatives, c'est-à-dire sur les représentations des soignants, que de questions quantitatives, parce que simplement des gens ont abandonné lors de la réponse au questionnaire, mais on a préféré garder le qualitatif quand même parce que c'était très informatif. Essentiellement des femmes, ce qui est assez courant dans les études en ligne, beaucoup de gens jeunes, de moins de 40 ans, ce qui est assez logique parce qu'on est quand même sur des gens actifs à l'hôpital et qu'on avait 40% d'étudiants. Oui. Et parmi ces étudiants et ces professionnels, une certaine majorité de médecins, mais une bonne quantité d'infirmiers également, s'il vous plaît, et également d'autres professionnels que je dirais non paramédicaux, qui sont également les psychologues, qui sont également les aides-soignants dont on a parlé à l'instant, les kinésithérapeutes, etc. Enfin bref, quiconque se retrouvait dans le terme de soignant pouvait répondre à ce questionnaire. On voit qu'il y a une petite majorité d'hospitaliers et finalement autant de services qui étaient dédiés au Covid que non dédiés au Covid, avec des services de médecine aiguë, des urgences, de la réanimation et également de la psychiatrie. Voilà. Donc finalement une représentation des soignants. Et si on regarde donc au niveau des scores de ce qu'on pourrait appeler la santé mentale, puisque le thème d'aujourd'hui c'est sur la souffrance, ce qu'on voit, merci de ne pas passer les diapos s'il vous plaît, c'est finalement des gens qui se situent dans un score de dépression qui est modéré à sévère. Okay. Avec une anxiété qui était très forte, indéniablement, avec également des scores de burn-out. Le burn-out, vous savez que c'est pas une entité encore très identifiée, mais qu'on en connaît trois grands éléments: l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation et le manque d'accomplissement personnel. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe sur le burn-out, les soignants étaient épuisés, étaient dépersonnalisés, c'est-à-dire dans un peu le manque d'empathie, dans l'épuisement, dans la perte de sens de leur métier, et étrangement, pendant la crise, un accomplissement personnel qui était très bon, comme si pour certains soignants, il y avait tout à coup une redécouverte du sens d'un métier. Et c'est ce qu'on disait un petit peu dans les questions de tout à l'heure. Finalement, cette question de l'accomplissement personnel, peut-être qu'elle est effectivement difficile à avouer pour un certain nombre de soignants qui ont retrouvé du sens à leur métier, et peut-être qu'elle vient complexifier le côté de souffrance, parce que c'est une souffrance des professionnels de santé qui existait déjà bien avant et qui continue à exister aujourd'hui. Ce qu'on voit surtout dans les stratégies de coping, c'est que les étudiants ont tendance à privilégier des stratégies de coping centrées sur les émotions. Alors que les soignants diplômés, eux, ont plutôt tendance à utiliser des stratégies de coping qui sont centrées sur le problème. Alors, est-ce que c'est parce que les professionnels sont vraiment dans la prise de décision, dans, entre guillemets, le feu de l'action, et donc il faut y aller pour pouvoir passer aux patients d'après, etc., et qu'ils n'ont pas forcément le temps de gérer avec les émotions? Est-ce que c'est parce que les étudiants sont plus peut-être dans une posture un peu observatrice par certains aspects, parce qu'ils sont vite confrontés aux limites de leurs compétences et donc doivent gérer un peu ce sentiment d'impuissance face, par exemple en réanimation, on a beaucoup de récits de l'enchaînement des patients graves qui arrivaient au fur et à mesure des journées. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser et qui poussent un petit peu notre recherche. Et enfin, si on regarde les copings centrés sur la recherche de soutien social, pour un certain nombre, autant les étudiants que les professionnels, ils font appel. Et c'est assez intéressant de mettre ça en perspective avec les applaudissements à 20 heures, qui étaient à la fois critiqués par un certain nombre de soignants et à la fois, pour certains, véhiculant un certain courage, on va dire. Et voilà, qu'est-ce que ça signifie tout à coup pour des soignants qui se sentent plus accomplis dans leur travail, que d'avoir le sentiment d'être soutenus, que d'avoir le sentiment d'être reconnus à un moment où finalement la société a besoin d'eux. Alors, si on regarde maintenant ce que les gens répondaient librement. Quand on leur demandait quels sont les 4 éléments qui vous stressent le plus autour du Covid, par exemple, et qu'on voit un petit peu les mots qui reviennent les plus fréquemment, on trouvait 6 grands groupes de mots très souvent associés.
Un premier que j'ai appelé, mais qui mérite d'être interrogé, mesures et équipements barrières. Et là, on retrouve un peu tout ce qui est manque de masques, manque de tests, manque de masques de type FFP2, la problématique des confinements, la problématique des gestes à réaliser dans des circonstances où on n'était pas suffisamment protégé. On trouvait également l'errance dans les directives nationales, qui étaient en lien aussi avec finalement une grande incertitude et les controverses scientifiques, c'est-à-dire combien de temps on isole les gens, comment ça se passe vis-à-vis des familles, pour les visites, pour les perspectives de permission, par exemple, dans les établissements psychiatriques. On trouvait également la question du soin et de la protection des patients. Donc, comment est-ce qu'on fait pour soigner dans cette menace de virus invisible vis-à-vis de patients qui, pour la plupart, à l'hôpital, sont fragiles, etc. On trouvait également donc cette incertitude et des conditions de vie, que ce soit dans le confinement, parce que certains soignants venaient à l'hôpital, rentraient chez eux, étaient confinés pendant un moment, et certains soignants ont vécu le confinement sans être vraiment confinés physiquement. Et ils le décrivent assez bien en disant finalement, je sors au travail, je rentre, et je porte sur moi le poids de mes proches qui sont confinés, et également le poids des gens qui sont confinés, mais surtout celui de savoir ce qui se passe exactement et pourquoi on est confiné. Et c'est très difficile. Il y avait un cinquième élément qui était ce fait de travailler et d'apprendre en situation de crise. Et là, on retrouve aussi la problématique étudiante, avec des étudiants qui doivent apprendre, des étudiants qui sont facilement mis dans la limite de leurs compétences, des étudiants qui en souffrent parfois, qui se disent on m'a mis là en tant qu'infirmier et je ne suis pas forcément capable de faire ceci, de faire cela. Voilà, donc une grande souffrance liée au travail. Et enfin, une dernière catégorie sur cette notion d'affronter un danger et qui est contrebalancée avec un sens du devoir et un sens de devoir soigner, de devoir assurer le maximum de, entre guillemets, normalité dans le soin, c'est-à-dire voilà, quand les patients en fin de vie, comment on fait pour assurer que les familles puissent aller les voir dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. Voilà, donc tous ces éléments-là qui méritent et qui incitent à réfléchir sur tous ces stresseurs et que on n'a pas résisté à la question de leur demander ce qu'ils pensaient de la gestion de la crise du Covid. Et là, c'est assez intéressant de voir que l'une des premières catégories de réponses qui sort, c'est cette fameuse question de l'héroïsation, avec très souvent des messages très ironiques du type ah voilà, ça y est, tout le monde dit que nous sommes des héros, et pourtant on n'a rien pour soigner, et pourtant il n'y a rien d'héroïque dans ce qu'on fait. On est des héros, oui, parce que quand même on vient sauver des gens, on fait ce qu'on peut, on fait vraiment avec le peu qu'on a, on arrive à faire ça. Mais c'est bien gentil de dire que nous sommes des héros, mais quand même là il y a vraiment quelque chose à faire, il faut nous aider, quoi. Donc il y a cette catégorie qui est vraiment assez intéressante. La question de la démocratie qui revient, avec notamment l'histoire des élections à ce moment-là, qui était vécue comme quelque chose, voilà, vous pouvez le lire, de désastreux, de pas logique, et qui laissait entendre comme une espèce de dichotomie entre ce qui se passait à l'hôpital et l'agenda politique. Politique qui revient dans une troisième classe avec une errance décisionnelle, là encore, où vous voyez des termes comme flou, incohérent, laxisme par exemple. Une autre classe sur l'impact administratif et hospitalier. Et là, on retrouve les problématiques de manque de personnel, les problématiques hospitalières au premier plan, mais aussi, si vous allez un peu plus loin, vous trouvez les oubliés de la médecine générale, par exemple. Et enfin, la dernière catégorie, et celle qui va peut-être aussi beaucoup nous interroger, c'est cette question de la politique de santé qui a vraiment déçu les professionnels de santé. On sent qu'il y a quelque chose qui traîne depuis bien avant le Covid, qui vient à exploser dans les réponses qui sont avancées, avec, vous voyez, des termes comme mensonge, des termes comme mépris, des termes de gestion catastrophique et d'incohérence, qui viennent franchement interroger finalement tous les choix qu'on a fait en matière de politique de santé ces dernières années. Voilà. J'essaie d'avancer vite parce qu'avec les problèmes de connexion, voilà. Mais finalement, du peu que je vous ai dit là, et qui mérite, et c'est encore vraiment que les premiers éléments qui ressortent de ce travail qui méritent d'être peaufinés et affinés. Mais voilà, il y a 4 questions aussi qu'on aimerait poser. Et c'est finalement, on a ces soignants qui disent qu'il faut faire son devoir, qu'il faut soigner, qu'il faut accompagner, et qui posent la question de comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de moyens, qu'on est dans l'incertitude et qu'on est dans une errance institutionnelle où finalement même le cadre qui est censé nous contenir
ne sait pas donner de limites et de directives précises. La question des stratégies d'adaptation que je vous ai brièvement présentées, c'est très peu abordé dans la formation des professionnels et ça vient interroger un petit peu sur tout ce qui manque dans la formation des soignants de façon générale. Un temps pour penser, un temps pour l'éthique, un temps pour penser sa propre compétence. On parle aussi de réflexivité qui n'existe pas du tout. Ou très peu en tout cas en médecine. Peut-être que dans les autres formations, notamment je sais qu'en psychologie il y en a un peu plus, voilà, ça pose question. Prendre soin de celles et ceux qui nous soignent, c'est un slogan qui est revenu assez régulièrement. Oui, mais est-ce qu'on est vraiment dans une culture d'un soin qui serait bidirectionnel? Et enfin, qu'est-ce qu'on a appris finalement d'une telle crise sanitaire? Et aujourd'hui, à l'aube d'une deuxième vague, est-ce qu'on a vraiment appris de cette crise-là? Est-ce que on a encore le temps, nous, société, politique, soignants, pour anticiper ce qui risque de se passer effectivement dans les prochains jours. Voilà, je suis désolé, c'était un peu laborieux dans la technique et l'exposé du coup, et j'espère que ça pourra nourrir vos réflexions. Merci beaucoup Franck pour ton intervention. Malgré les problèmes techniques, c'était très clair et très riche.